Bonsoir, Madame la juge. Bonsoir, Madame C'est un plaisir de vous accueillir. Vous savez, vous entendez bien sûr les commentaires pour les gens. Votre nomination, c'est un accomplissement en soi. Est-ce que vous le prenez comme ça aussi? Ou c'est simplement le cours normal de votre carrière? Le fait qu'on souligne aussi à grands traits, première femme noire nommée à la Cour supérieure? Écoutez, pour moi, c'est une seconde carrière. Donc, effectivement, donc ce n'est pas un aboutissement. C'est une façon différente de servir la justice. Maintenant, je prends acte du fait que cette nomination a eu des échos, que pour les gens, ça a représenté effectivement une première. Et de fait, genre, de fait, je suis la première personne de race noire à la Cour supérieure. Je l'assume, je me rends bien compte que c'est très exigeant à assumer ce rôle qu'on me prête de modèle maintenant. Et voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez réalisé tout de suite? C'est-à-dire que lorsque vous avez été nommé, est-ce que vous vous êtes dit « Ah, je suis la première personne de race noire à la Cour supérieure » ou c'est plus tard que c'est venu, évidemment? Savez-vous, ça a été plus tard. En fait, il a fallu qu'on me le dise. Enfin, j'en étais consciente, bien sûr, mais il a fallu qu'on me le souligne, qu'on me le rappelle, que je reçoive des courriels, des lettres, des coups de téléphone, même d'inconnus. Pour que je mesure véritablement ce que ça représentait pour les gens. Donc, autrement dit, moi, comme je vous dis, c'est un second parcours, enfin, c'est une suite de ma première carrière. Évidemment, j'y avais réfléchi très sérieusement avant de souhaiter ce poste-là, mais ce n'était jamais en fonction d'être la première ceci ou la première cela. Il y a aussi, d'ailleurs, il faut bien dire, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est pas vraiment la première, il y en a une autre. Oui, c'est vrai, il y a aussi Mme Traoré, mais juge à la Cour du Québec. Alors, c'est vraiment, vous êtes à la Cour supérieure. Et il y a un autre juge aussi d'origine haïtienne, le juge d'Ortélus à la Cour du Québec. Oui. Vous avez entendu notamment aussi des jeunes dire « c'est bon quand même pour nous, c'est bon pour ce que ça projette ». Souvent, il y a des individus de la communauté haïtienne qui sont identifiés aux gangs de rue, sans les stigmatiser. Il y a des membres quand même de la communauté haïtienne dans les gangs de rue. Est-ce que ça vient vous chercher? Est-ce que ça vous interpelle quand même et ça vous dit « au moins, ça donne une autre image aussi de la communauté haïtienne ». Mais en fait, tout à fait. Ce que je constate, c'est que bien des gens ne sont pas au courant. Enfin, et cela dit, je ne suis pas la seule haïtienne, seul membre de la communauté haïtienne à avoir des accomplissements professionnels. Et ce n'est pas non plus récent. On peut remonter à des décennies en arrière et il y a des Haïtiens qui ont marqué à leur façon la société québécoise. Cela dit, effectivement, bien des gens ne sont pas au courant du fait de ces accomplissements-là. Et parce que les images qu'on voit plus négatives, ces images-là sont peut-être... on les voit peut-être plus, évidemment. Alors, pour certains, c'est comme les gens prennent conscience du fait que, ah tiens... les Haïtiens sont autre chose que membres de gangs de rue ou... Mais il reste ça reste quand même intéressant de voir qu'on doit encore souligner à grands traits votre nomination. Par exemple, vous avez dit alors qu'il y a bien d'autres Haïtiens qui ont aussi, au sein de la communauté québécoise, réussi de grandes choses. Quelqu'un parlait de Michaël Jean aussi notamment, mais il y en a bien d'autres aussi. Et encore aujourd'hui, en 2008, on souligne en traits. En fait, ça peut être trait au fait que, évidemment, le rôle de juge est un rôle, premièrement, qui est méconnu dans la société. On nous perçoit comme étant vraiment à l'écart. Et dans une certaine mesure, on est à l'écart. Évidemment, notre devoir de réserve fait en sorte que... on se tient maintenant à l'écart de certains milieux, même de certaines discussions qui ont cours dans la société et auxquelles il serait très intéressant de participer. Et d'ailleurs, c'est très rare que vous acceptez les entrevues. Je dis les juges en général, parce qu'on fait des demandes aussi, et très souvent pour le devoir de réserve. Absolument. Et on vous avait aussi demandé en entrevue au mois de mars. Et cela dit, on comprend ça aussi. Vous devez effectivement être plus en retrait publiquement, en tout cas de la société. Absolument, parce que, évidemment, on ne peut pas se prononcer sur des questions sociales, que ce soit des questions politiques ou des questions qui préoccupent la société de façon générale. Pourquoi? Parce que, évidemment, on a une impartialité à garder. Et pour le justiciable qui se présentera devant nous par la suite, il doit avoir le sentiment qu'effectivement, il passe devant un juge qui est impartial, que la règle de droit prévalera. Et, prévaudra. Prévaudra. Voilà. Le danger des entrevues en direct. C'est ça.
Oui, en effet. Vous avez, cela dit, déjà évoqué votre devoir de réserve avec ma collègue France Baudouin dimanche, parce que vous êtes aussi, bien sûr, personnalité de l'année dans votre secteur, là, la presse, Radio-Canada. France vous a demandé Obama, Hillary, une femme noire. Bon, moi, j'ai mon devoir de réserve. Mais ça m'a quand même intéressé, la question de France, parce que je me disais, au-delà de vous prononcer, est-ce que vous voteriez pour Barack Obama ou pour Hillary Clinton? Pensez-vous que c'est un dilemme pour les femmes noires américaines? Lorsqu'on est femme et noire et on a la chance de voter pour une femme ou voter pour un noir, pensez-vous que c'est un dilemme? Écoutez, on demandera aux Américaines comment elles voteront. Ouais. Moi, je pense que je ramènerais ça plutôt à la question de dépasser l'image ou de dépasser la caractéristique qui peut nous apparaître première. Alors, dans mon cas, suis-je une femme? Oui. Suis-je une noire? Oui. Et je crois que pour les personnes qui sont appelées à voter, ils ne votent pas nécessairement le noir, la femme. Ils ne votent pas nécessairement en fonction d'une caractéristique qui les rejoint, mais j'imagine, votent en fonction de programme, en fonction de valeurs. Donc, est-ce que ça sera un dilemme? Je ne saurais dire. Parce que, bon, vous avez passé toute votre vie au Québec, bien sûr, bien que vous soyez haïtienne d'origine de par vos parents. Mais étant vous-même femme et noire, est-ce que vous avez senti que vous deviez plus vous battre en tant que femme ou en tant que noire dans le milieu, surtout du droit, qui n'est pas un milieu facile non plus? Je vous dirais que ça a été... En fait, j'ai eu tant à faire mes preuves comme femme que comme femme noire. La communauté juridique est une communauté... Bon, en fait, il y a peut-être 35% des membres de la communauté juridique qui sont des femmes. Les Noirs, on les compte à peine sur les doigts. Enfin, il y a quelques membres noirs dans la communauté juridique, mais nous sommes vraiment largement minoritaires. Et si je regarde les questions, les enjeux qui ont préoccupé récemment la communauté juridique, il y a eu tant la question de l'égalité homme-femme que de la question de l'égalité raciale. Donc, en fait, les deux questions, de façon parallèle, ont été des enjeux dans la communauté juridique. Et moi, notamment lorsque j'étais présidente de la division du Québec de l'Association du barreau canadien, j'ai eu à travailler les deux questions. Alors, je vous dirais que en fait, ça a été c'est intéressant comme question quand même, hein, parce que lorsqu'on se retrouve à être les deux, finalement, il faut effectivement composer avec ça. Effectivement, mais je vous dirais que d'abord et avant tout, c'est de se faire valoir comme juriste. Alors, dans la communauté juridique, je savais que je devrais exceller, exceller comme juriste. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. Maintenant, je ne peux pas dire que nécessairement, lorsque je me présentais devant la cour, est-ce qu'on percevait la femme? Est-ce qu'on voyait la femme? Est-ce qu'on voyait la noire? Est-ce qu'on voyait... On voyait d'abord et avant tout, je crois, l'avocate qui avait des arguments et qui avait à articuler ses arguments. Oui, en effet. J'aimerais peut-être vous parler de votre famille, parce que vous avez dit justement que dans la vie, je pense, les clés du succès, c'est le noyau familial. Vous croyez beaucoup à ça, en la famille. Je sais que votre père est décédé, vous étiez très jeune, vous n'aviez que 16 ans. Votre mère a évidemment pris le relais, vous avez vos sœurs aussi, mais c'est votre famille qui vous a propulsé vers la réussite, diriez-vous? Je vous dirais que la famille a vraiment été le lieu du développement de l'ego, le lieu aussi du développement d'un sentiment d'appartenance à un groupe, aussi le lieu du développement du sentiment de sécurité. Et alors nous sommes une famille tricotée serrée, je crois que maintenant tout le monde le sait, et bon, c'est très visible également. Oui, pour moi, c'est effectivement, ça commence là, c'est dans la famille que, bon, évidemment, que les valeurs sont transmises, que, comme je vous disais, le développement de l'ego, le sentiment de pouvoir contribuer, ça commence d'abord par le regard que nous renvoient nos propres parents et la famille nucléaire. La confiance en soi. Effectivement. Pour les parents, évidemment, ils nous ont rapidement fait comprendre que pour eux, nous étions leur championne. Et sans ce regard, évidemment, c'est sûr que c'est un regard qui est complaisant sur ses propres enfants, mais je crois que sans ce regard-là, je n'aurais peut-être pas eu la confiance que j'ai aujourd'hui. Oui, quand on dit que tout part de l'enfance aussi, ça vient de ça. Et puis, je vous en parle parce qu'effectivement, il y en a qui n'en ont pas de famille. Il y a des familles éclatées, bien sûr, aujourd'hui. Et pour la confiance en soi, des fois, on repassera aussi lorsqu'on est plus jeune.
Absolument. Et non, non, définitivement. Et aussi, donc, les parents sont, pas nécessairement sont ceux qui nous poussent, mais ceux qui nous font, qui nous confortent, qui nous rassurent dans nos talents, qui nous disent, qui nous encouragent et qui nous font justement aller plus loin. Bon, vous avez des parents qui avaient quand même beaucoup étudié. Votre mère est ethnologue, sociologue. C'est Votre ça. père était médecin. Donc, des gens aussi qui, déjà, en Haïti aussi, connaissaient bien sûr l'importance de l'étude. Ça aussi, c'est quelque chose qui vous touche beaucoup, l'importance des études? Absolument, absolument. Oui. Je crois que c'est véritablement la clé de tout. Maintenant, quelles que soient les études, et d'ailleurs, c'est également ce que nos parents nous disaient, les filles, quel que soit le champ que vous choisirez, ce que nous vous demandons, c'est d'exceller, c'est d'aller au bout de vos capacités, au bout de votre talent. Donc, il ne s'agit pas nécessairement d'études dans des domaines plus traditionnels, mais je crois que nous vivons dans une société qui est tellement spécialisée, où les compétences, que ce soit des compétences techniques, la capacité de maîtriser la langue, la capacité de se connaître, tout cela, je crois, on l'acquiert par les études, par la formation, structurer la pensée, comme je disais tout à l'heure, développer des compétences techniques également. On ne peut pas passer à côté, je crois. Êtes-vous passée par le droit ou arrivée au droit par accident, Madame Bauger? Parce que, bien sûr, vous étiez intéressée par la poésie, la littérature, les lettres et tout ça. C'est un tout autre domaine. On est beaucoup plus là, dans l'imaginaire aussi que le droit, qui est effectivement très, très concret. Oui. C'est un accident pour vous, le droit? En fait, c'est un accident. Oui et non, c'est-à-dire que, bon, j'ai choisi, évidemment, j'ai choisi cette profession, j'ai choisi ce domaine d'études, mais par pragmatisme. Ce n'était pas un appel, c'était pas un appel passionnel ou passionné. C'était, comme vous l'avez souligné, plutôt la littérature qui venait me rejoindre au niveau de mes intérêts plus fondamentaux. Maintenant, bon, j'étais pragmatique, mais par ailleurs, j'avais, de par notamment les discussions que j'avais à la maison, j'avais des préoccupations sociales, j'étais quand même interpellée par la justice sociale. Et donc, le droit était pour moi, je l'ai déjà dit, notamment à votre collègue Villemeux, j'ai l'impression de radoter un peu, mais ça a été pour moi une façon de concilier cet appel, finalement, pour la justice sociale et donc ce pragmatisme que je devais, évidemment, que je devais avoir. Ouais. Madame la juge, on va s'arrêter, si vous voulez, le temps d'une pause. Au retour, bien sûr, la suite de ma conversation avec la juge Guylaine Bauger. Restez là. Madame Bauger, j'aimerais peut-être parler un peu de votre parcours professionnel, bien sûr, mais votre décision aussi d'accepter la nomination comme juge à la Cour supérieure. Parce que lorsqu'on est avocat, on peut aussi très bien choisir d'être avocat pour le restant de ses jours. Souvent, c'est mieux payé aussi lorsqu'on est en pratique privée. Bien sûr, les juges de la Cour supérieure font aussi un bon salaire, mais est-ce que ça a été une décision difficile à prendre pour vous? Écoutez, ça part évidemment du choix de l'avocat ou de l'avocate de soumettre sa candidature. Donc, on n'est pas appelé, on soumet d'abord notre candidature et c'est une bouteille jetée à la mer. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alors, on continue sa pratique. Et un jour, on reçoit l'appel et effectivement, on se pose on n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir, mais on se pose la question. Mais cette question-là, évidemment, on se l'était posée avant. Au moment de soumettre sa candidature, on se demande si on est mûr pour jouer ce rôle-là, qui est un rôle extrêmement important, extrêmement exigeant. Les citoyens s'en remettent à la justice pour régler leurs différends. C'est un rôle qu'on ne prend pas à la légère. Donc, cette réflexion était faite avant. Et lorsque j'ai eu la chance qu'on m'appelle et qu'on me propose effectivement le poste, en fait, la question ne se posait plus. Je me sentais mûre. Parce que vous avez quand même été nommée relativement jeune. Vous avez encore plusieurs années devant vous. Alors, c'est un travail aussi, les premières années, bien, mais c'est un travail comme les autres aussi. Hein, et on doit souvent rendre des jugements et tout ça. Faire ça pendant plusieurs années, ça vous allait, visiblement? Oui, écoutez, c'était une façon notamment de retoucher à des secteurs de droit auxquels je n'avais pas touché depuis un certain temps. Hein. Comme quoi? En fait, j'étais spécialisée en droit du travail, droit administratif, également, j'ai fait du litige civil, mais le droit de la famille était un domaine dans lequel je n'avais jamais pratiqué.
Et donc, c'est une façon également de continuer à rester alerte, de toucher donc au droit de la famille, éventuellement au droit criminel, on verra, le droit des affaires. En fait, alors c'est très stimulant, je vous dirais, intellectuellement, parce que chaque dossier est presque un apprentissage, en ce sens qu'enfin, un apprentissage, plutôt un approfondissement de notions qui n'étaient pas mon quotidien nécessairement. Ouais. Comment vous estimez la qualité de la justice, je ne dirais pas nécessairement au Canada, mais on entend aussi beaucoup de critiques, évidemment, sur certains retards, par exemple, face au jugement, sur des décisions qui ne font pas l'affaire. Il y a bien sûr le criminel auquel vous n'avez pas touché encore. Mais diriez-vous qu'au niveau de la Cour supérieure et tout ça, les juges rentrent dans leurs délais, font leur travail? Écoutez, bon, vous ne serez pas surprise de m'entendre dire que, je considère faire partie d'une institution qui est très préoccupée justement par le souci de bien rendre justice. Oui. Voyez-vous, notamment la médiation. Est maintenant largement répandue à la Cour supérieure, à ce qu'on appelle les fameuses conférences de règlement amiable. Alors, c'était une façon pour la Cour supérieure de rendre justice d'une façon moins traditionnelle, pour répondre notamment à des besoins qui étaient exprimés à la Cour. Et donc, je vous dirais que c'est une institution qui est à l'écoute. Qui a évolué? Qui est de son temps. Mais qui est à l'écoute. Et c'est, évidemment, moi, comme avocate, je comparaissais devant les juges et j'avais, une certaine vision. Et maintenant, ayant la vision de l'intérieur, je vous dirais que, comme justiciable, je serais rassurée. Oui, parce que comme avocate, vous aviez trouvé aussi parfois que les dossiers étaient longs, que ça n'avançait pas très, très rapidement. Et cela, ça a trait à des facteurs, à différents facteurs. Hein. Vous savez, ce n'est pas nécessairement... le tribunal, une fois qu'il est saisi, une fois que le juge est saisi, vous savez qu'on a des délais pour rendre jugement. On ne peut pas dormir sur un dossier. On a, à la Cour supérieure, en matière civile, commerciale, on a 6 mois. En matière familiale, dans la plupart des matières, des dossiers, on a 2 mois pour rendre notre jugement. Donc, je vous dirais que ces 8 semaines-là passent très, très vite. Et on a ce souci, et le juge en chef, notamment, a mis en place des mesures afin de s'assurer justement qu'on puisse rendre justice plus rapidement, notamment en périphérie. Parce qu'à Montréal, on est un bassin assez important, mais en périphérie, j'entends par là, que ce soit Saint-Jérôme, Longueuil, Joliette, Sherbrooke même, Hull, les juges de Montréal vont maintenant, depuis quelques années, dans ces districts. C'est ça, voilà, justement. Et ça a été une surprise. Ouais. Je savais évidemment qu'on était appelé à se déplacer, mais pas à ce point. Et ça, c'est pourquoi? C'est justement pour se rendre où le justiciable est, pour répondre aux besoins. Vous-même, vous siégez à l'extérieur de Montréal? Absolument. Je siège à Montréal, à l'extérieur de Montréal, comme mes collègues également nommés dans le district de Montréal. Et ça a été pour prêter main forte aux juges résidant dans les différents districts périphériques. Le droit criminel, est-ce que vous allez probablement être un jour appelé à en faire? Je ne sais pas si vous souhaitez le faire, mais comme vous n'êtes pas criminaliste, est-ce que vous pensez un jour présider un procès devant jury, par exemple? Écoutez, je vous dirais que probablement, le droit criminel est un très beau droit. C'est un droit complexe, mais c'est un droit dans lequel on retrouve des questions d'éthique, des questions, des réalités sociales. Alors, c'est un droit qui est très, très riche. C'est un droit qui se retrouve souvent devant la Cour suprême. Et donc, oui, comme pour quelqu'un qui aime le droit, je crois que, effectivement, c'est un droit qui permet qui est très stimulant intellectuellement. Et peut-être qu'effectivement, j'en ferai. Maintenant, lorsqu'on n'est pas criminaliste, on suit une formation, on suit des procès, on suit des assises. Ça prend plusieurs années. Ça prend plusieurs années. Ah oui, ça prend quelques années définitivement. Ouais. On commence tranquillement à suivre les activités de la Chambre criminelle et éventuellement, on assiste à des procès et un jour, on fait le saut.
Est-ce que vous trouvez ça difficile? Vous êtes une femme de famille, vous aimez beaucoup les enfants, vous faites du matrimonial maintenant, notamment du droit familial, entre autres, assiégé. Est-ce que c'est... Puis je sais que les juges, ce sont des humains aussi. Trouvez-vous ça difficile parfois d'avoir à trancher? Parce que vous devez trancher. Ah oui, on doit trancher. Dans des situations difficiles, dans parfois. des situations extrêmement difficiles. Écoutez, maintenant, évidemment, c'est sûr que nous avons le droit, nous avons des paramètres pour nous guider, enfin, pour trancher. Également, nous avons, notamment, des dossiers qui impliquent des enfants, une question de garde. Parfois, on a besoin d'avoir des opinions d'experts sur le milieu dans lequel nous nous apprêtons à envoyer l'enfant. Alors, nous avons des rapports, des rapports d'expertise psychosociale qui sont déposés au tribunal, parce qu'évidemment, on n'a pas la science infuse. Je ne suis pas psychologue, bien que je sois ouverte et j'ai des antennes, mais je ne suis pas psychologue. Et alors, il y a des experts qui viennent nous faire part finalement, de ce qu'ils observent afin de nous aider à prendre notre décision. Donc, ça aide quand même un Donc, peu, ça aide, sur oui, le absolument, plan, absolument, parce que ça peut être déchirant. Madame Beaugé, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une belle, longue carrière également. Et puis au plaisir, peut-être, de se revoir un jour sur un plateau. Bien que je sais que les juges n'accordent pas beaucoup d'entrevues. Vous allez retourner à votre métier oui, maintenant. tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci.